Il y a cette histoire assez fascinante d'une salle de réunion en 2001 qui illustre parfaitement notre exploration d'aujourd'hui. En gros, une équipe dirigeante passe la journée entière à faire bouillonner ses cerveaux pour trouver 100 idées brillantes, des stratégies capables de sauver leur entreprise et de dominer leur marché. Ouais, sans idée, c'est un sacré effort intellectuel. Exactement. Et à la fin de cette très longue journée, le grand patron les regarde, il félicite tout le monde pour l'implication et là, il leur demande froidement de jeter 99 de ces idées à la poubelle. Ah, la douche fraude. C'est totalement contre-intuitif, c'est clair, ça paraît même suicidaire sur le papier de se priver de tant de bonnes pistes. Et pourtant, c'est précisément cette décision brutale, cette concentration absolue, qui a permis à cette boîte de créer un véritable empire. Et c'est une excellente porte en entrée pour notre session, parce que ça nous amène directement à attaquer le mensonge peut-être le plus toxique de la productivité moderne. Le fameux mythe qui dit que toutes les tâches se valent. L'idée profondément ancrée que tout a la même importance dans une journée. C'est un mensonge redoutable, vraiment redoutable, parce qu'il se déguise en vertu en fait. Il a l'air plein de bon sens, on aborde nos obligations avec une espèce de démocratie mal placée. Une démocratie des tâches, ouais. C'est ça. Pour poser tout de suite l'enjeu philosophique de notre discussion, il y a cette citation de Goethe, le grand écrivain, qui résume parfaitement le piège dans lequel on tombe tous les jours. Il disait les choses qui importent le plus ne devraient jamais être à la merci de celles qui importent le moins. C'est puissant, ça. Ah oui, c'est fondamental. En réalité, traiter toutes ces tâches avec une importance complètement égale, c'est la garantie absolue de sacrifier l'essentiel au profit du trivial. Parce que, en fait, si l'égalité est un idéal moral, social et humain incontestable, pour garantir la justice dans notre société, quand on applique ce même principe d'égalité à la prise de décision, c'est catastrophique. C'est un désastre total. Et le symptôme le plus évident de ce désastre, si on observe bien notre quotidien, c'est notre rapport aux fameuses to-do list, les listes de choses à faire. Ah, la fameuse liste. Le cauchemar de beaucoup de gens. Voilà, on couche sur le papier une série d'actions et notre cerveau se fait complètement piéger par une illusion d'optique. Une illusion d'optique, tu veux dire visuellement? Ouais, visuellement, sur la feuille de papier ou sur l'écran, envoyer un email à un fournisseur, ça prend exactement la même place physique, juste une ligne, que concevoir la stratégie financière des 5 prochaines années. C'est très vrai. Les deux font 10 centimètres de long sur le cahier. Exactement. Visuellement, les deux tâches semblent réclamer le même niveau d'attention. Notre cerveau les traite comme deux entités de même poids. Et cette illusion crée un véritable nivellement par le bas. Le problème fondamental de la liste de tâches classiques, c'est que ce n'est au final qu'un inventaire de survie. Un répertoire de nos intentions du moment. Voilà, c'est souvent dicté par la dernière urgence qui vient de tomber ou par le dernier dossier qui a atterri sur le bureau. Il n'y a aucune boussole intégrée dans une to-do list. Ça peut mener n'importe qui absolument partout, mais ça mène très très rarement à la destination voulue. Et le danger, c'est qu'on se met à confondre l'agitation avec l'action véritable, non ? Absolument. Il y a le penseur Henri David Thoreau qui utilisait une très belle image pour ça. Il parlait des fourmis. Il disait qu'il ne suffit pas d'être actif, comme des fourmis ouvrières qui courent dans tous les sens avec frénésie. La vraie question, c'est de savoir vers quoi on court. On se persuade que le mouvement équivaut au progrès. Pour illustrer cette différence, cette confusion entre l'agitation et l'action efficace, je trouve que l'image de la loupe est parfaite. Ah oui, l'analogie du feu de camp. C'est ça. C'est comme essayer d'allumer un feu avec une loupe. Tant qu'on bouge la loupe frénétiquement d'une brindille à l'autre pour essayer de tout chauffer en même temps, on crée juste une vague chaleur. Une chaleur totalement inoffensive. Rien ne prend feu. La lumière est beaucoup trop dispersée. Exactement. L'efficacité, au contraire, c'est l'art d'immobiliser la loupe sur un seul point précis. La lumière se concentre, la chaleur s'accumule de façon vraiment intense au même endroit, et c'est seulement grâce à cette concentration prolongée que la flamme finit par jaillir. Et cette mécanique de la loupe, elle explique parfaitement pourquoi l'approche de la liste classique échoue à tous les coups. En répartissant l'énergie de manière égale sur, disons, 50 points différents, on n'atteint jamais le fameux seuil critique. Le seuil nécessaire pour déclencher un vrai changement. Voilà, abattre 100 tâches dans une journée, si ces tâches ne sont pas alignées sur un but précis, ça ne vaut pas mieux qu'une seule tâche bien choisie qui concentre toute l'énergie au bon endroit. C'est fascinant parce que si notre instinct naturel nous pousse quand même à tout traiter de la même façon juste pour se libérer l'esprit, il a fallu attendre que les enjeux financiers deviennent gigantesques pour qu'on commence à quantifier cet aveuglement historique. Oui,
on a commencé à le mesurer très concrètement. Et la première fois qu'on a véritablement théorisé cette erreur de dispersion, ce n'était pas du tout dans un livre de développement personnel. Non, c'était sur les chaînes de montage, c'est ça, hein? Exactement, chez General Motors dans les années 1930. Le contexte industriel de l'époque est hyper intéressant. GM était un mastodonte en pleine expansion. Et c'est un ingénieur qui s'appelait Joseph Juran qui a révolutionné la compréhension de ce déséquilibre. Qu'est-ce qu'il a découvert au juste Juran? En fait, il travaillait sur le contrôle qualité de l'usine. Et il s'est rendu compte d'une mécanique implacable. Les défauts de fabrication sur les voitures n'étaient absolument pas répartis de manière égale. Il a constaté qu'une infime minorité des causes produisait l'écrasante majorité des pièces défectueuses. Donc pas besoin de corriger 1000 petites choses. Voilà. En se concentrant exclusivement sur une poignée de failles majeures, il pouvait éliminer presque tous les problèmes de l'usine d'un seul coup. Et pour formaliser ça, il a déterré les travaux d'un économiste italien du siècle précédent. Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto, exactement. C'est un nom très connu. La fameuse loi de Pareto, le ratio de 80-20, l'idée qu'environ 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. C'est presque devenu un lieu commun dans le monde du management. Oui, on l'entend partout. Mais ce qui est souvent complètement ignoré, c'est le mécanisme profond qui se cache derrière. Pourquoi le monde fonctionne-t-il comme ça? Ce n'est pas juste une astuce inventée par des consultants en cravate. C'est une véritable loi de la nature, basée sur l'avantage cumulatif. C'est l'idée de l'absence de friction, c'est ça? Tout à fait. Quand un effort ou un talent est concentré de manière très inégale sur les éléments les plus performants, la friction disparaît. Les ressources ne se contentent plus de s'additionner, elles se multiplient. Et honnêtement, les chiffres exacts n'ont pas vraiment d'importance. Que ce soit 80-20 ou 90, peu importe. Voilà, que ce soit du 80-20, du 90-10 ou même du 99-1, la vérité structurelle qu'il faut retenir, c'est cette distribution profondément disproportionnée entre l'effort qu'on fournit et la récompense qu'on obtient. L'égalité dans l'effort, c'est une fiction. Et accepter ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Mais la révélation de notre analyse ne s'arrête pas là. Parce que appliquer le ratio 80-20, c'est déjà pas mal. Mais les concepts qu'on décortique aujourd'hui vont beaucoup plus loin. Ils proposent de pousser cette loi dans ses retranchements absolus. Le fameux Pareto extrême. Le Pareto extrême. L'idée n'est plus du tout de se contenter de réduire 100 tâches à 20 tâches importantes. C'est d'appliquer la loi de Pareto à l'intérieur même de Pareto. C'est la méthode de l'entonnoir poussée à son paroxysme. Intellectuellement, ça consiste à isoler les 20% les plus importants, puis, parmi ces 20% restants, d'isoler de nouveau les 20% les plus cruciaux. Et on recommence. On répète ce processus de filtrage, oui. On extrait la part vitale de la part vitale, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule et unique chose, l'absolu essentiel. On passe d'un inventaire brouillon à une précision vraiment chirurgicale. Ce qui nous ramène directement à l'anecdote de 2001 que je racontais en introduction. C'est cette entreprise qui réduit ses 100 bonnes idées à une seule. Il faut vraiment disséquer ce moment parce que la difficulté le lendemain matin dans cette salle de réunion, ce n'était pas de rayer les mauvaises idées. Le piège, c'est que ces 100 idées étaient sans doute toutes très bonnes. C'est toujours le problème avec les bonnes idées. Elles sont séduisantes. Et réduire la liste à 10, c'est déjà douloureux. Mais exiger de n'en retenir qu'une seule parmi 100, ça demande une discipline d'acier. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment le fait de se limiter à une seule action peut générer une croissance exponentielle, plutôt que de brider l'entreprise. Le mécanisme de cette croissance exponentielle, il réside dans la concentration totale. Si une entreprise, ou même une personne, décide de poursuivre 100 bonnes idées simultanément, elle alloue virtuellement 1% de son énergie et de son attention à chaque projet. Les forces sont complètement divisées. Exactement. Le temps est fragmenté, l'impact est dilué. En revanche, avec le Pareto extrême, quand on réduit la liste à une idée centrale, cette unique idée bénéficie de 100% de l'énergie disponible. La force de frappe devient alors monumentale. L'effort ne s'ajoute plus, il résonne. Il résonne et il brise toutes les résistances. C'est le triomphe du minimalisme stratégique. On soustrait les bonnes options pour laisser toute la place à la meilleure. Attends, là j'ai envie de faire une pause et de me faire l'avocat du diable. Parce que si on regarde ça d'un œil vraiment critique, la vie c'est pas un jeu de dominos parfaitement aligné sur une table. C'est sûr que la vraie vie est plus chaotique. Voilà. Que se passe-t-il si cette action unique sur laquelle on a absolument tout parié s'avère trop lourde à accomplir? N'est-ce pas un risque totalement insensé de mettre tous ses œufs dans le même panier?
si le marché change d'un coup, ou si on a tout simplement fait une erreur d'évaluation. Est-ce que cette méthode du Pareto extrême ne nous envoie pas directement dans le mur en nous rendant aveugles à tout le reste? C'est l'objection la plus légitime qu'on puisse soulever. Et c'est précisément cette peur de l'erreur qui pousse la plupart des gens à se rassurer en accumulant des to-do list interminables. C'est un filet de sécurité psychologique en fait. Totalement. Mais la nuance fondamentale pour répondre à cette crainte, elle se trouve dans notre rapport au temps. Le succès est de nature séquentielle. Il n'est pas simultané. Séquentiel, c'est-à-dire une chose après l'autre? Oui, choisir une chose unique ne veut pas dire qu'on efface tout le reste de son existence pour l'éternité. Et ce n'est surtout pas un pari aveugle. Il s'agit simplement d'identifier l'action immédiate. Si le domino identifié semble trop lourd ou que le risque d'échec paralyse, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon domino initial. Ah, donc on a mal ciblé. C'est ça. Il faut alors chercher le micro-domino, l'action encore plus petite, encore plus ciblée, qui permettra de déclencher le mouvement vers le domino suivant, un peu plus imposant. Donc, le Pareto extrême ne nous demande pas de définir l'unique chose qu'on fera pour les 10 prochaines années au mépris du bon sens. Il nous donne juste des œillères temporaires et stratégiques pour diriger notre énergie d'aujourd'hui. C'est une question de séquençage permanent. On prend un objectif monumental et on le décompose en actions concrètes, encore et encore, jusqu'à trouver le point de bascule qui est accessible là, maintenant, aujourd'hui. C'est un exercice de discernement au quotidien, du coup. Tout à fait. On n'ignore pas que le monde tourne autour de nous, on refuse juste de laisser ces fluctuations dicter notre agenda immédiat. La concentration absolue sur ce premier petit domino, en fait, ça réduit le risque d'échec global. Parce que ça garantit que la chose la plus importante bénéficie d'une exécution parfaite. Alors concrètement, comment on opère ce virage mental? Pour quiconque souhaite appliquer ça dans sa propre vie, comment on transforme physiquement cette liste de tâches épuisantes en une véritable, disons, liste du succès? Ça commence par un glissement sémantique assez simple, mais crucial. Un changement de vocabulaire entre les choses qu'on peut faire et celles qu'on doit faire. Peut faire contre doit faire. Voilà. La liste de tâches traditionnelles, c'est juste un catalogue des possibilités. C'est une compilation des je pourrais appeler ce client, je peux ranger ce dossier, je pourrais assister à cette réunion. C'est un menu ouvert à l'infini. Et ça dilue complètement l'intention. Exactement. Alors qu'une véritable liste du succès, elle est filtrée par le principe de nécessité absolue. Elle ne contient que les actions qui relèvent du « je dois absolument faire ceci » pour que tout le reste ait un sens. On passe d'une posture passive, où l'on subit les urgences des autres, à une posture hyper intentionnelle. C'est la clé. Et pour cristalliser cette intention, il y a un outil très puissant issu de cette méthode. C'est ce qu'on appelle la question de concentration. Une phrase spécifique qu'il faudrait se poser avant de commencer n'importe quelle journée de travail. Une question redoutable. Ouais, la question c'est quelle est l'unique chose que je peux faire de sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile ou même inutile. Cette question est brillante parce qu'elle force l'esprit à chercher un véritable effet de levier. Elle ne demande pas ce qui presse, elle demande ce qui va modifier la structure des problèmes futurs. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette philosophie. Se poser cette question, ça exige de regarder bien au-delà de l'horizon immédiat. Et la conséquence directe de cette question, c'est qu'elle oblige au renoncement. Diront en fait. Oui, dès l'instant où on identifie l'action qui rendra le reste inutile, on est mathématiquement forcé de dire non à une multitude de sollicitations. Dire oui à l'essentiel, ça implique de refuser avec courage tout ce qui est superflu. Même si ce superflu semble hyper urgent sur le moment. Même si c'est valorisant à court terme ou si ça ferait plaisir aux collègues. C'est un paradoxe fascinant quand on y pense. L'occupation extrême devient notre meilleure stratégie d'évitement. On se cache derrière le traitement frénétique de nos emails, par exemple, pour ne pas affronter la seule tâche qui nous fait peur. Précisément parce que cette tâche-là a un réel enjeu et qu'elle exige une vraie concentration. L'agitation devient un bouclier émotionnel. C'est une observation très profonde de la psychologie humaine. Il y a une dépendance chimique à l'agitation, tu sais? Ah oui, la fameuse dopamine. C'est ça. Rayer une ligne sur une to-do list, même si la tâche est fondamentalement inutile au grand plan, ça libère une petite dose de dopamine dans le cerveau. On ressent un sentiment d'accomplissement immédiat. C'est hyper séduisant. Ça donne l'illusion de maîtriser son environnement. Mais c'est une illusion qui coûte cher. Très cher. C'est un jeu sans victoire possible. Parce que le temps passe, et le temps qu'on passe à traiter des futilités, il est définitivement perdu pour ce qui compte vraiment. En choisissant la gratification instantanée d'une liste bien cochée, on hypothèque en silence ses véritables objectifs à long terme.
L'arbitrage est permanent donc, et l'impact sur notre comportement doit être radical après avoir assimilé tout ça. La progression ou même la réussite d'un projet, ça ne découlera jamais d'une hypothétique capacité à courir plus vite que les autres pour traiter plus de dossiers. L'avantage concurrentiel, il n'est pas dans la vitesse d'exécution de la masse. Il est dans l'implacable discernement, la capacité à identifier cette unique tâche qui pèse infiniment plus lourd que toutes les autres réunies. C'est exactement ça. C'est comme de la physique appliquée à la gestion de son énergie. Et d'ailleurs, pour prolonger cette logique, il y a une pensée finale qui est presque une provocation intellectuelle. Une question qui mérite vraiment d'être posée pour clôturer cette réflexion. Je t'écoute. Si on repense à nos journées récentes, à ces moments où la fatigue se mêle à la satisfaction d'avoir abattu un travail colossal, et si, en fait, la tâche dont on est le plus fier aujourd'hui, précisément parce qu'elle a été dure, qu'elle a absorbé toute notre énergie, et si cette tâche-là était en réalité le mur qui nous empêche d'atteindre notre véritable but. Waouh! L'occupation parfaite comme alibi pour justifier qu'on stagne. C'est l'alibi le plus puissant. S'occuper avec brio de sujets secondaires, C'est une perspective qui bouleverse totalement la façon de mesurer sa propre efficacité. C'est réaliser qu'on peut exceller dans l'art de faire des choses qui ne méritent, au fond, même pas d'être faites. et ça demande une sacrée introspection. Et cette exigence de concentration absolue sur une seule action, ça amène naturellement une contradiction troublante, qui rythme un peu toute notre époque. Si on vient de démontrer que la puissance naît de la concentration sur un point unique, comment se fait-il que notre culture du travail ait érigé en vertu suprême la capacité à faire exactement l'inverse ? C'est la grande ironie de notre époque, ouais. Pourquoi vénère-t-on avec tant d'insistance l'idée de mener plusieurs tâches de front ? Cette fameuse illusion du multitâche alors qu'elle divise nos forces et sabote tous nos résultats. Explorer cette dissonance cognitive monumentale, ce sera justement notre prochain grand chantier. D'ici là, immobilisez la loupe, trouvez votre unique point d'impact et laissez l'agitation aux fourmis.